Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz diffusé sur Figaro TV, Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Mathilde? Ça va super. Bon week-end? Nickel. Tout va bien? En pleine forme pour la semaine? Ça tombe bien, on accueille aujourd'hui dans ce studio une femme aussi talentueuse face à une caméra qu'avec une plume entre les mains, elle arbore cette double casquette de comédienne et d'écrivaine depuis plus de 40 ans maintenant, et c'est vraiment un grand plaisir de la recevoir. Bonjour Macha Merrill. Bonjour. On est ravis de vous voir. Bonjour Mathilde. Cette double casquette, elle vous va bien, hein, puisque... Et vous avez oublié la cuisine, c'est-à-dire la cuillère en bois. C'est vrai que vous cuisinez aussi un peu. Mais ça vous va bien d'ailleurs, cette double casquette. Vous le faites très bien, vous continuez de multiplier les projets dans les deux registres. D'ailleurs, il y a votre participation à Enquête parallèle, cette fiction qui sera diffusée, qui a été diffusée samedi sur France 3. Ah oui, et on également, a cassé la baraque, on a battu tout le monde. Absolument, c'était comme bien, les samedis de France 3, absolument, voilà. on va en reparler. Et puis ce roman qui est sorti il y a déjà un mois et demi, c'est ça, en octobre, La grille du Palazzetto. Moi, je voulais juste savoir, avant qu'on commence, comment vous faites pour à chaque fois conjuguer ces deux mondes? Est-ce que vous avez des plages où vous vous dites, là c'est ma plage d'écriture, là je vais jouer, là c'est ma... Ou est-ce que ça vient comme ça au fur et à mesure? C'est complètement désordonné. Ah oui, d'accord. Vous avez oublié d'autres casquettes. Il y a la mémoire de Michel Legrand, le prix Michel Legrand. Bien sûr, effectivement. Il y a aussi mes activités politiques. Et il y a, alors je pense que c'est ça qui est formidable, c'est que ça s'impose tout seul. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est le moment de l'écriture. Et à ce moment-là, je fais charrette. Je ne fais que ça. Vous faites que ça. Je deviens un peu spécial. Je travaille jour et nuit et j'écris rapidement. Mais après, il y a tout le travail qui suit. C'est-à-dire, il faut corriger, il faut regarder si ça va. Le théâtre, ce qui est formidable, c'est que là, il y a une obligation physique. Il faut être là tous les jours. J'aime beaucoup ça, moi. J'aime beaucoup cette présence physique. C'est comme vous, vous êtes obligé d'être là. Hein. Absolument. On ne peut pas vous remplacer. On ne peut pas le faire en télétravail, ça. Voilà. Et alors, sûr. le reste, la télévision ou le cinéma, c'est toujours très compressé, parce que c'est toujours peu de temps. Alors ça, c'est pas mal non plus, c'est un peu comme l'écriture, c'est-à-dire on s'y consacre complètement, on fait rien d'autre pendant ce temps-là. Alors, en fait, par contre, ce que je ne rate jamais, ce sont la cuisine pour mes amis, les bons repas, et on s'approche des fêtes, je peux vous dire que je suis en train de faire mes préparatifs, et ça prend une très grande place, parce que je cultive la cuisine de maison, la cuisine qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas trouver toute prête. Et c'est presque un combat pour moi, voyez-vous, c'est presque comme une lutte politique. Résister, absolument. Voilà. Très bien, on ira vérifier ça en venant s'inviter chez vous un de ces jours. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants, on va essayer d'être sage. On a beaucoup de choses à voir avec vous, bien entendu, Macha Merrill, ce sera après les news médias de Mathilde Seifer. C'est News Média, Mathilde, avec la très attendue interview, la première de Jad et Joy Hallyday, c'était hier dans 7 à 8. Oui, leur première interview a été diffusée sur TF1 du coup hier soir. Et au-delà de raconter leurs souvenirs avec leur père disparu il y a maintenant 6 ans, les deux filles de Laetitia Hallyday ont très clairement taclé leur demi-frère et demi-sœur David Hallyday et Laura Smet, affirmant s'être sentis trahis et abandonnés après le décès de Johnny. Ils ont dit des horreurs sur notre mère, des mensonges, ont-elles révélé avant de préciser ne pas les avoir vus depuis l'enterrement, soit depuis 6 ans. Macha, vous avez suivi un peu cette affaire? Est-ce que vous êtes plus d'un parti pris ou de l'autre? Effectivement, sur Johnny et sa succession, ça a été compliqué. Je trouve tout ça désolant et pour pas grand-chose, finalement. Parce que Johnny, il vivra de sa propre vie posthume, avec son talent. Sa carrière et ses chansons. On n'a pas besoin de tous ces remous familiaux. Moi, grâce au ciel, j'ai échappé à tout ça avec le décès de Michel Legrand. Nous nous sommes très bien entendus avec les enfants. Je ne les fréquente pas, ils ne me fréquentent pas. Nous avons chacun notre rôle, mais grâce au ciel, ça n'a pas apparu dans la presse toutes les questions d'héritage. Vous savez, dès qu'il y a un héritage, quel qu'il soit... Toujours, c'est difficile. Même dans des familles très unies, ça peut Exactement, tout faire ça fait éclater des personnalités. Bon, je pense qu'il faut que tout le monde... C'est comme en politique. Il faut faire des compromis, il faut mettre de l'eau dans son vin, et il faut penser surtout à la chose principale, qui est la mémoire du grand artiste concert. Et moi... Et vous avez réussi à échapper à ça, avec les enfants de Michel Legrand? Oui, ça s'est bien réparti. On s'est bien entendu, ça a pris du temps, il a fallu que... Tout d'un coup, les choses se redistribuent, vous comprenez? Quand le personnage principal disparaît, il y a tout d'un coup autre chose qui se crée, c'est que chacun a un rôle différent, et il faut savoir l'assumer en laissant la place aux autres, et tout ça, voilà.
On continue ces infos médias. Mathilde, une nouvelle prise de parole, décidément, c'était le week-end. Cette fois-ci, c'était celle de Sébastien Coé sur BFM TV. Oui, alors depuis les accusations de viol et d'agression sexuelle dont il fait l'objet, Coé ne s'était pas exprimé. Il a rompu ce silence hier dans C'est pas tous les jours dimanche face à Benjamin Duhamel. Et l'entretien était particulièrement houleux. Ah oui, selon le journaliste, Coé éludait ses questions, en particulier celle pour déterminer si oui ou non il avait eu des relations sexuelles avec la plaignante Julie Olivet. Tout est faux et tout est mensonger, s'est évertué à affirmer Sébastien Coé, mais cette réponse n'est visiblement pas suffisamment claire pour Benjamin Duhamel, qui est revenu à la charge plusieurs fois, et c'est finalement Coé qui met fin au sujet en affirmant qu'il n'allait pas y passer la soirée sur cette question-là. Ce sujet, absolument. Il a expliqué qu'il s'était exprimé à la police. Il ne peut pas non plus tout dire, puisque c'est une affaire, évidemment, qui est devant la justice. Il y a beaucoup de personnalités. Vous savez ce qu'il paye ? Il paye le ton qu'il a eu dans toutes ses émissions jusqu'à maintenant. Sébastien Coé, vous trouvez ? Ouais. Bien sûr. Alors, ce n'est pas qu'une question de comment il s'est conduit sexuellement. Je suis persuadée qu'il a eu une vie comme un peu tous ces hommes qui ont un petit peu de pouvoir. Je suis persuadée qu'il en a profité. Mais c'est aussi le berger à la bergère. À partir du moment où on balance continuellement... Moi, j'ai été une fois à son émission. La méthode Coé à l'époque. Oh là là. Et j'ai pas trouvé ni gracieux, ni tellement efficace sa façon de s'exprimer. Donc, je pense que c'est ça qui paye aujourd'hui. C'est pas tellement... Il paye ce qu'il a été, c'est ça ? Sa façon de faire des émissions. Voilà. On termine, Mathilde, avec ces infos médias, avec le chiffre du jour, 3,6. Oui, et c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui ont regardé le dernier James Bond, Mourir peut attendre, sur France 2 dimanche soir. Daniel Craig et Léa Seydoux ont devancé la série policière de France 3, Les Enquêtes de Vera, mais également le film d'action américain The Passenger, diffusé par TF1. Selon Médiamétrie, les aventures de l'agent secret britannique ont représenté plus de 20% de part d'audience. Ouais, c'était sa première diffusion en clair, en tout cas, du dernier James Bond. C'est normal, qu'est-ce que vous voulez, bah oui. Ça vous aurait plu à être une James Bond girl comme l'ont été beaucoup, les Seydoux, Eva Green, Carole Bouquet à son époque. Bravo, aussi. Mais ça n'est pas mon emploi. D'accord. Moi, je suis du côté des femmes intelligentes. Très bien. Mais il y a aussi des femmes intelligentes et machiavéliques. Les James Bond girls, il y a la gentille et la méchante. Il faut surtout être bien roulé et avoir un joli physique. Donc, c'est pas mon emploi. Bon, dans les bras de Sean Connery, ça vous aurait plu quand même, j'imagine. Je l'ai connu, imaginez-vous. C'est un type formidable, très cultivé, très fin, et qui souffrait un peu parce qu'il avait préféré jouer Shakespeare que de faire James Bond. Et le dernier film qu'il a fait, il a demandé à Michel Legrand de faire la musique. Il a beaucoup insisté. Et puis, il est parti très élégamment en restant un grand acteur anglais. Extraordinaire, oui, absolument. Pas trop lié à James Bond, je veux dire. Pas trop. Voilà. Écossais surtout. Il aurait bien aimé dire qu'on dit écossais plutôt qu'anglais. Pardon. Anglais. Merci Mathilde pour les news. On passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Macha Merrill. Alors, une fois n'est pas coutume, place d'abord à la lecture, place à la littérature, avec ce dernier roman, La grille du Palazzetto, qui est sorti en octobre dernier. Parlez-nous un petit peu de cet ouvrage tout de suite, Macha, et notamment cette intrigue et ce fond vénitien, effectivement, qu'on connaît dans ce livre. D'abord, je veux dire une chose de la France. Dites-moi. Nous avons la chance de lire. Nous sommes encore un des pays où on vend des livres et où on écrit des livres. Et vous savez, vraiment, je vous assure qu'il n'y en a pas tellement d'autres. Un peu en Angleterre, en Amérique, ils ne lisent plus. En Italie, ils ne lisent pas. Même sur les tablettes et sur les liseuses. C'est-à-dire nous sommes encore un pays qui a de la curiosité pour l'écrit. Et de la curiosité aussi pour les écrivains. C'est-à-dire qu'on fait confiance à un écrivain qui a peut-être une imagination supérieure à d'autres. Et d'ailleurs, nos livres sont aussi achetés par les grandes plateformes, par Netflix, etc. Donc, déjà, et adaptés au cinéma, à la télé, la plupart du temps. Alors moi, c'est pas tout à fait par hasard. Ce livre, il est écrit comme un scénario. Un producteur pourrait le prendre et hop, le tourner direct. C'est fait comme. Parce que je suis intéressée par le cinéma et je suis intéressée par ce qu'il est devenu. Alors, il y a quelques années, j'avais écrit un roman qui traitait un peu du même sujet et j'ai voulu aujourd'hui revoir mon point de vue sur le cinéma aujourd'hui. Je pense que les grandes stars des époques, que ça se passe dans les années 70, mon livre, elles n'existent plus. Parce que maintenant qu'on sait tout d'une actrice, on la voit faire son marché avec ses enfants, avec des cabas mal coiffés, tout ça.
elles ne sont plus des stars. Les grandes stars, comme étaient Marlène Dietrich, Ava Gardner, Marilyn Monroe, se sacrifiaient complètement à leur image de star. Quand vous pensez que Marlène Dietrich, elle s'est enlevé les dents du fond pour avoir les joues creuses. Elle s'est enlevé les côtes pour avoir une taille plus fine. Elle avait enlevé des cheveux du haut pour avoir un front plus haut. Voilà, ces sacrifices, je crois que plus personne n'est disposé à le faire aujourd'hui. Il y a autre chose, il y a de la chirurgie, il y a autre chose. Hélas. Alors Je sais que vous êtes contre. Hein. Comment est-ce qu'on peut ne pas avoir de la curiosité pour sa propre vieillesse? La vieillesse, c'est très intéressant. On voit tout sur un visage. On voit d'abord si vous mentez ou pas. On voit si vous avez bien vécu ou pas. On voit si vous aimez ce que vous faites ou si vous ne l'aimez pas. Je trouve que c'est tragique d'aller tout d'un coup intervenir et de se faire un autre visage qu'on colle sur son propre visage. Enfin, pour ça, c'est parenthèse. Alors, cette aventure qui se passe pendant un tournage à Venise, c'est les grands films d'autrefois. C'est une actrice, le personnage principal. Hein. Oui, alors elle a 40 ans, elle est à un virage de sa vie, au moment où tout d'un coup on se dit, tiens, on n'a plus la fraîcheur des 20 ans, est-ce qu'on va entrer dans une autre carrière ? Parce qu'on ne fait pas qu'une carrière. On en fait une à 20 ans, une à 30, une à 40, une à 50. Et moi, je peux vous dire que j'en sais quelque chose, parce que je suis encore là, je continue. Les rôles ne sont plus les mêmes. Il y a de moins en moins de rôles pour les femmes plus mûres. J'avais combattu à une époque avec une association qui s'appelait les 50e jubilantes pour expliquer au public que les femmes de 50 ans étaient formidables. Parce que nous, de ma génération, nous avons fait la nouvelle vague. Nous avons fait la nouvelle cuisine. Nous avons fait le nouveau roman. Il y a eu une période dans les années 70 où il y avait un fourmillement culturel extraordinaire, et puis 68. Et donc les femmes de 68, c'est exactement ma génération, nous sommes des femmes qui ont changé le monde. Alors, je pense qu'une actrice doit être légèrement en avance sur son temps. Elle doit être comme une espèce de vigie de ce qui va se passer. Donc cette actrice à 50 ans, c'est un peu vous ? C'est un peu ce que vous avez vécu, je me suis inspirée de beaucoup de choses que j'ai vécues. C'est pas tout à fait moi, parce que moi, j'ai jamais été une star. Et c'est une chance. Et d'ailleurs, en écrivant ce livre, j'ai compris que j'ai tout fait dans ma vie pour ne pas être une star. C'est un drame d'être une star. Faut les plaindre. Parce que quand on mise de l'argent sur un visage, sur une personne, ça veut dire que toute sa vie, elle sait qu'elle vaut de l'argent. Et que tout d'un coup, si elle en vaut moins, parce que le film dernier n'a pas marché, c'est un drame personnel. Bien sûr. Donc il faut absolument pouvoir échapper à ça, et il n'y a qu'une seule chose. Du fait d'être harcelé dans sa vie ensuite par des fans en donc permanence. Il faut faire autre chose. Il faut avoir un amour pour son métier et essayer de jouer au théâtre, à la télévision, au cinéma, se diversifier. Et moi, j'ai trouvé cette chose formidable, c'est d'écrire. Alors, pas tout le monde peut-être a la même formation. Moi, j'avais fait des études de lettres. Hein. Je pensais que je serais écrivain un jour. Mais en même temps, c'est surtout une façon d'être au monde, de ne pas me refuser à cette grande question qui est « Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux devenir ?» La littérature. Oui, justement, pourquoi vous vous êtes tourné vers la littérature dans les années 80 avec votre premier roman, La Star. Oui. Pourquoi vous êtes-vous tourné vers ce monde de la littérature à ce moment-là ? Pourquoi 20 ans après ça vous apporte un truc que vous n'apportez pas à la comédie, par exemple ? Moi, ça a été ma réponse à la question du vieillissement. Vers 40 ans, tout d'un coup, je me suis dit, est-ce que toute ma vie, je vais dépendre de ma cote comme actrice, etc. Et puis aussi, un jour, j'ai tourné un film sur Colette. On a fait une série formidable qui reste encore la meilleure série qu'on a fait sur Colette. Et pendant qu'on tournait dans son appartement, place du Palais Royal, un soir, j'ai senti sa main sur mon épaule qui me disait « Vas-y ». J'ai senti une certaine complicité avec toutes les femmes écrivaines. La main de Colette, oui. Vous l'avez sentie ? Oui. Oui, c'est des choses qui existent, vous savez. C'était je devais me maquiller pour avoir l'air d'avoir 75 ans. Donc on avait collé sur mon visage une membrane. Vous savez, c'était ces formidables choses qu'on fait avec le cinéma. Et pendant qu'on me maquillait, ça prenait 7 heures le maquillage. On faisait des pauses de temps en temps parce que c'était trop. Il y avait une infirmière avec de la colle chirurgicale et 2 maquilleuses. Et à un moment, pendant une pause, je me mets à sa fenêtre et je regarde ce qu'elle voyait. Vers la fin de sa vie, elle a fait ses plus beaux romans, à mon avis, vers la fin de sa vie, Le Fanal bleu, L'Étoile Vespère. Et je regardais ce qu'elle regardait. Quand elle était très malade, elle était sur son lit, qu'elle appelait le radeau, et elle ne pouvait presque plus bouger. Et c'est là qu'elle s'est approchée de moi et qu'elle m'a dit « C'est ton tour, vas-y ». Alors, je pense qu'il y a un relais comme ça qui se passe
d'écrivain en écrivain, d'expérience de femme en expérience de femme. Et nous, les femmes de 68, qu'est-ce que vous voulez? On a tellement changé le monde, on a tellement été des pionnières, qu'après, ça te donne une force et une obligation. Je suis obligée de continuer. Alors, je suis désolée pour vous, mais il y en aura d'autres. Eh ben, c'est très bien, Bachar, on sera ravis. Vous êtes apparu à la télé, hein, c'était ce week-end, un carton d'audience avec enquête parallèle, comme souvent les samedis soirs de France 3, hein, c'est vraiment une série qui marche bien. Vous attendiez un tel succès? Comme ça, on vous avait dit... Attention, les polars de France 3, ça marche bien? Pas du tout. Moi, je l'ai fait par amitié pour Florence Pernel, qui est une amie. On avait tourné il y a très longtemps une série en Argentine. J'avais gardé un très bon souvenir d'elle. Et puis, je suis très attentive à ce que fait son mari, Patrick Rothman, qui est vraiment un très grand journaliste, enfin un très grand documentariste. Et donc, c'était vraiment par amitié pour elle. Parce que, franchement, le rôle, là, c'est pas central. Mais je pense que ma présence lui donne la colore un peu. Je suis sa maman, une 68arde un peu allumée. Et je me suis beaucoup amusée à tourner ça. Et puis alors surtout, la réalisatrice, Stéphanie Pilonka, elle a une façon très particulière de tourner. C'est le bordel absolu pendant le tournage. Et quand j'ai vu le film, j'étais étonnée parce que je me dis, on va rien y comprendre. Parce que, eh ben non, elle a compris elle avait une maîtrise elle-même de ce qu'elle faisait. Et tout s'ordonne après. Et ça s'ordonne après. Et donc je crois que ce succès est tout à fait justifié. C'est un polar, une bonne histoire, bien ficelée. On a déjà 2 épisodes suivants programmés pour l'année prochaine. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez d'autres projets au cinéma ou à la télévision dans les prochains mois là, qui arrivent? Non, alors ni télévision, à part ça, je le fais volontiers. J'espère que mon rôle sera bien traité. Mais j'ai un projet de théâtre formidable. C'est une histoire de Elsa Triolet et Louis Aragon. Alors moi, ma place maintenant, c'est davantage le théâtre. Parce que vous savez, au théâtre, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est pas le metteur en scène. C'est pas le texte. Et puis surtout, on te voit en pied. Moi, je suis assez ennemie du gros plan. Maintenant, mon gros plan n'est plus aussi amusant. Tandis qu'au théâtre, on joue avec tout, avec son corps. Et aussi, vous êtes nos prisonniers. C'est-à-dire, c'est comme à la corrida. On vous tient dans la salle. Ben oui, en plus, les gens sont venus ils sont ça, là, et puis ils sont dans le silence. Il n'y a pas beaucoup d'activités aujourd'hui qui se passent dans le silence. Un peu le concert de musique et le théâtre. Vous serez avec qui sur scène, vous savez déjà? Avec Claude Aufort, qui est un très grand acteur, qui a été le compagnon, qui a beaucoup joué avec Laurent Terzieff, et qui a un peu le physique d'Aragon. Et moi, je vais jouer Elsa Triolet avec un petit accent russe, comme était ma mère, et comme tous les Russes que j'ai fréquentés dans ma vie. Que vous allez garder. Alors, vous parlez de télévision avec cette incursion, mais vous l'avez fait régulièrement, et la radio, puisque vous étiez dans Les Grosses Têtes, dans Sa Balance à Paris. Et effectivement, aujourd'hui, est-ce que c'est un média qui vous tente encore si on vous invitait, par exemple, si Laurent Wauquiez vous demandait de faire un petit retour de temps en temps, ou des émissions de télé comme ça de culture? Il vous a demandé, Laurent Wauquiez? Vous avez dit non? Et non, parce que je suis fidèle à Philippe Bouvard et je suis surtout fidèle à cette équipe extraordinaire que nous avons formée avec Jean-Yann, Kersozon, Jean Dutour. C'était une autre époque. Et ils sont plus là aujourd'hui. C'était une autre expression. Moi, je dis, il a beaucoup de talent, Ruquier, c'est formidable. Vous avez écouté déjà un peu depuis? Bien sûr. Et il m'a même invité comme invité mystère plusieurs fois. Mais c'est plus du tout la même chose. Je ne suis pas adaptée. Voilà. Et alors, ça fait plus de 60 ans que vous êtes sur le devant de la scène, donc tantôt au cinéma, au théâtre, à la télévision, encore je suis un peu introuvable, c'est ça que vous me dites. Non, mais quel est votre secret de longévité? Bah oui. Parce qu'on a envie de le savoir. Parce qu'on n'ose pas dire votre âge, mais 83 aussi. 83 ans, voilà, c'est juste absolument incroyable. Et je pense que les femmes de 83 ans sont comme moi. Parce que c'est tout ce que je vous ai dit, c'est d'avoir fait tellement de choses et de continuer, de diversifier mes activités, de ne pas faire qu'une seule chose. Ça vous a gardé jeune d'esprit. Voilà, hier soir j'ai été chez... on peut dire hier soir parce que... Oui, bien sûr, oui, absolument. C'était diffusé ce soir. J'étais chez Darius Rochebin sur LCI. Alors, j'ai cette autre spécialité, c'est que je suis très intéressée par les événements en Russie et en Ukraine. Et donc, vous voyez, ça me... Chaque fois que je fais une chose différente, je m'oblige à me concentrer sur un autre type d'expression. Et c'est ça qui me tient en forme. Alors aussi, il faut bien manger, bien boire, bien dormir et être entouré de gens qui vous aiment.
Ça, c'est très important. Alors justement, Jean Cahuzac, on va parler de Michel Legrand juste dans un instant. Je rebondis simplement sur effectivement cet engagement. Vous parlez notamment de ces conflits-là. On sait que vous êtes toujours très engagé en politique. Vous aviez soutenu Emmanuel Macron. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de son deuxième quinquennat? Évidemment, il est très très critiqué. Il a une majorité relative pour ce quinquennat à l'Assemblée. Vous continuez à lui apporter votre soutien et qu'est-ce que vous pensez de son action en Ukraine, justement? Moi, je le trouve formidable. Je suis une fidélité absolue parce que je pense que d'abord, il se démène et fait ce qu'il peut. La France n'est que la France. Nous n'avons pas une influence aussi grande que du temps de De Gaulle et que je trouve vraiment qu'il est remarquable. Je ne vois pas. Je suis bien embêtée pour les prochaines élections. Parce qu'il ne pourra plus se représenter, on rappelle, au bout de 2 mandats. Nous sommes en train d'y réfléchir tous sérieusement. Franchement, c'est un vrai problème pour empêcher la droite extrême de passer. Et je continue à l'admirer et à trouver qu'il a un grand destin devant lui, parce que c'est pas fini. Après ça, il est très jeune encore, mais il y aura peut-être autre chose. Oui, donc je serai à ses côtés, certainement. On part sur toute autre chose. Vous parliez des personnes qui vous entourent et qui vous aiment, l'importance d'être entouré de ces personnes-là. En 2014, vous avez épousé le musicien et le compositeur Michel Legrand. 50 ans après votre coup de foudre, ça a fait rêver tout le monde, 50 ans après, ouais, c'est génial. et là, comment, depuis son décès il y a 5 ans, comment vous vivez sans ce grand amour? Écoutez, ça a été un coup de bol inouï de ma vie. Bien sûr, nous savions 50 ans. Vous dites coup de bol, pas coup de foudre, alors c'est marrant. Enfin, les deux. Ah non, les deux. Ouais, les deux. Quand on s'est connus il y a 50 ans, enfin maintenant 60, on s'était dit, c'est pas possible, il était marié, il avait des enfants en bas âge. Moi, j'allais me marier avec un type que j'ai pas épousé, parce qu'après avoir eu un coup de foudre pareil, vous aviez plus envie. Pas épousé. Mais quand même, nous savions que c'était pas possible. Donc, quand finalement on s'est retrouvés, ça a été un coup de bol réciproque, aussi bien pour lui que pour moi. Et nous avons vécu ces années incroyables où je crois que c'était vraiment le grand amour. Et l'amour, c'est... Il voulait mon bien plus que le sien, et moi je voulais son bien plus que le mien. Je ne peux pas vous dire, rien n'est comparable à ça. D'ailleurs, ça me continue à vivre en moi. Je suis une femme mariée, je suis mariée à un mort, mais je suis une femme mariée et je continue à m'occuper de nous, de lui, de tous les projets que nous avions et de ceux qui en avaient une tapée. Et notamment le teint Michel Legrand que vous dévoilerez demain en petit comité. Alors, j'ai pas le droit de vous le montrer parce qu'il sortira en février, c'est ça, pour le grand public. Au moment de l'anniversaire de Michel Legrand, qui est le 24 février, c'est une règle de la Poste, il faut être décédé depuis 5 ans, ça fait déjà 5 ans. Pour avoir un timbre à son effigie. Après, il fera Agnès Varda ou je sais pas bon. Et donc, c'est une consécration. On a beaucoup travaillé pour trouver le timbre qui correspond vraiment à l'esprit de Michel Legrand. Et puis, il n'y a pas que ça. Nous avons écrit un opéra ensemble que j'espère qu'on va monter au Châtelet après les Jeux Olympiques. Il y a des chansons inédites de Michel dont j'ai fait écrire les paroles à des écrivains français. Et quand c'était encore de son vivant, et Michel me disait « Oh, tu sais, ils ne me connaissent pas, ils ne m'aiment pas ». Dès que j'ai décroché mon téléphone, tout le monde m'a dit oui. Bien sûr. Alors, Tarben Jeloun, Yann Kefelec, Irène Frey, de faire jouer une ou deux musiques, on va tout de suite. Emmanuel Schmick, tous, bien sûr, oui. ils ont tous la passion de Michel Legrand. Parce que Michel, vous savez, c'est un artiste très particulier. Sa musique nous va directement dans le cœur. C'est la puissance de la musique, puissance 1000. C'est ça, la musique. Hein. La musique, c'est un langage international, universel. Et quand c'est réussi, c'est sublime, c'est quelque chose qui nous permet de... Il disait toujours ça, Michel, la musique doit aider à vivre, doit aider à supporter tout ce qui est moche, tout ce qui est laid et tout ce qui est malheureux. Et je pense qu'il l'a parfaitement réussi, plus que beaucoup d'autres. Ça, voilà. C'est certain. Merci Macha, on passe à notre dernière rubrique, au suivant. Nous recevions sur ce plateau vendredi une comédienne que vous connaissez bien, Florence Pernel. Vous avez joué sa maman, on en a parlé dans Enquête parallèle ce week-end sur France 3. Et elle avait une question à vous poser, Macha, je vous propose de l'écouter. Pas sûr que tout le monde la comprenne, vous allez peut-être pouvoir nous indiquer un petit peu ce qu'il en est. Je vous propose d'écouter et d'y répondre juste ensuite. Ciao mamma, come stai? Ti spero bene e ti voglio tanto bene. Ciao.
Alors ça, c'est Donc elle parle en italien. C'est allusion à mes années italiennes. Elle sait très bien que ça a été... J'ai vécu 10 ans en Italie. Elle vous appelle maman, quand même. Bonjour maman. Et elle parle très bien l'italien, d'ailleurs. Elle sait que ça a incité certains de mes ouvrages culinaires, puisque j'ai écrit un livre sur les pâtes. Et votre dernier, La grille du Palazzetto, évidemment, à Venise. Je sais qu'elle sait que je dois beaucoup à cette... grand amour que j'ai pour l'Italie. Pour moi, c'est un pays délicieux. Il ne faut pas y travailler. Il ne faut pas y vivre, il ne faut surtout pas épouser un Italien. Mais à part ça, ce que j'ai fait l'erreur. Mais c'est vrai que ce sont des liens. Et alors, en plus, quand nous avons tourné ensemble en Argentine, vous savez que l'Argentine est peuplée d'Italiens. C'est beaucoup d'Italiens. Et donc, ça nous a tous réunis. Mais ce que je veux lui dire, c'est qu'elle est vraiment adorable dans ce film. Elle a quelque chose d'une fraîcheur éternelle et je pense que c'est tout à fait juste qu'on m'ait choisi pour être sa maman parce qu'on a ça en commun. Slave. Elle est moitié polonaise, vous savez, hein, et moi je suis russe. Et donc il y a quelque chose de particulier chez les femmes. Même d'une ressemblance qui se voit à l'écran. Eh ben, oui, je vous assure. Parce que je pense qu'il y a quelque chose nous avons des liens très, très puissants qui sont au-delà même de ce que nous savons de nous. Demain, la comédienne Anne Charrier sera avec nous en plateau. Elle joue dans Alex Hugo et dans la série internationale maintenant Walking Dead. Si vous voulez lui poser une question, Macha, c'est maintenant. Vous voyez la caméra ici, juste à gauche, vous pouvez la regarder et poser une question à Anne Charrier qui vous écoute. Dear Anne, do you play in English? And the dead speak? Do the dead speak? Alors je vais vous le traduire. Est-ce qu'elle parle en anglais dans cette série? Est-ce qu'elle joue en anglais? Et est-ce que les morts parlent en anglais? Est-ce qu'elle est morte par anglais? Ce sera une très très bonne question, évidemment. On lui en parlera. La série a été tournée d'ailleurs ici à Paris, au Mont-Saint-Michel, en France pour la première fois. Merci encore, Macha Merrill, d'être passée nous voir. Merci, je rappelle évidemment votre livre, La grille du Palazzetto. Très joli cadeau de Noël, parce que c'est rigolo. En plus, c'est très amusant sur le cinéma. Et personne ne sait vraiment quand ça se fabrique un film. Il y a tellement de monde dans une équipe et on se demande à quoi ils servent tous ces 70 personnes pour faire un film. Et bien là, je vous donne quelques explications. Merci encore, Macha, d'être passée nous voir. On se retrouve dès demain avec Anne Charrier. D'ici là, passez une excellente journée. Prenez soin de vous et merci de votre fidélité.